La maîtresse de mon mari m'a traité de bonne. Lorsqu'elle s'est présentée chez nous, elle ne savait pas que j'étais la propriétaire de l'entreprise pour laquelle son père travaille. La maîtresse de mon mari a sonné à notre porte samedi après-midi, et quand j'ai ouvert, elle m'a tendu son manteau et a dit « Dites à Richard que je suis là » parce qu'elle pensait que j'étais la bonne et non sa femme depuis 12 ans. Je suis resté là à tenir son manteau de marque pendant qu'elle entrait chez moi comme si elle en était la propriétaire. Blonde, peut-être 25 ans, portant une robe qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens, elle a regardé autour de notre entrée et a dit « Cet endroit a besoin d'être rénové. Je vais en parler à Richard. » Richard était mon mari, l'homme avec qui j'ai construit cette maison, brique par brique, en travaillant 2 emplois pendant qu'il terminait ses études de médecine. L'homme qui avait apparemment une maîtresse assez jeune pour être sa fille, qui pensait pouvoir redécorer ma maison. « Où est Richard » a-t-elle demandé, sans même me regarder. « Il n'est pas là » ai-je dit. « Eh bien, quand sera-t-il de retour ?»« Je n'ai pas toute la journée. »« Qui êtes-vous » ai-je demandé, même si je commençais à comprendre. « Je suis Alexis, la petite amie de Richard. »« Et vous êtes la bonne, apparemment ?» Elle a ri. « Eh bien, oui, évidemment, bien que Richard ait généralement du personnel mieux habillé. »« Êtes-vous une nouvelle recrue ?» Dans ma propre maison, portant mes vêtements habituels du samedi, un jean et un sweatshirt d'université, j'avais apparemment l'air d'être la bonne pour cette gamine. « Je suis ici depuis 12 ans, ai-je dit. Richard n'a vécu ici que pendant 5 ans. Essayez 12. Elle a levé les yeux au ciel. Les bonnes exagèrent toujours leur ancienneté. Dites simplement à Richard que je suis là. Je serai dans le salon. Elle est entrée dans mon salon, s'est assise sur mon canapé, a posé ses pieds sur ma table basse, la table basse que Richard et moi avons achetée lors d'une vente de succession lors de notre première année de mariage. Nous l'avons finie ensemble dans le garage. Pourriez-vous m'apporter de l'eau, a-t-elle crié. Avec du citron, pas trop de glace. Je lui ai apporté de l'eau, sans citron, avec trop de glace. Elle a soupiré comme si je l'avais personnellement offensée. Richard vous forme ? Ce n'est pas comme ça qu'il aime que les choses soient faites. Comment Richard aime-t-il que les choses soient faites ? Correctement, efficacement, avec respect pour ses invités. Êtes-vous une invitée fréquente, ai-je demandé. Je suis ici tous les mardis et jeudis quand sa femme est au travail, parfois les samedis si elle est à son club de lecture. Je n'ai pas de club de lecture. Je n'ai pas travaillé les mardis ou jeudis depuis 2 mois depuis que j'ai changé mon emploi du temps. Richard n'était pas au courant du changement. Vous semblez en savoir beaucoup sur sa femme, ai-je dit. Elle a ri. J'en sais assez. Plus âgée. C'est laissé aller. Ennuyeuse. Richard n'est avec elle que pour la commodité. Moins cher de la garder que de divorcer. Il le dit tout le temps. Elle l'a piégé jeune avant qu'il ne sache mieux. Maintenant, il est coincé avec une femme ringarde qui ne sait probablement même pas ce qu'est le botox. J'ai touché mon visage inconsciemment. 37 ans. Quelques rides, bien sûr, mais ringarde ? Richard mérite mieux, a-t-elle continué. Quelqu'un de jeune, de beau, qui comprend ses besoins, pas une femme au foyer qui pense probablement que le missionnaire est aventureux. Peut-être qu'elle travaille, ai-je suggéré. Oh, s'il vous plaît. Richard dit qu'elle a un petit boulot dans une entreprise, probablement une réceptionniste ou quelque chose comme ça. Rien d'important. Mon petit boulot qui consiste à diriger l'entreprise que j'ai fondée il y a 8 ans, celle avec 200 employés, celle qui paie cette maison, la voiture de Richard, son cabinet qui perd de l'argent depuis 3 ans. Le cabinet de Richard doit bien marcher, ai-je dit. Elle a reniflé. Entre nous, il est en difficulté, mais c'est ce qui arrive quand on est trop gentil. Il a besoin d'une femme qui peut le pousser à être impitoyable. Cette femme de lui encourage probablement son côté doux. Peut-être qu'elle paie les factures pendant qu'il essaie de s'en sortir avec son petit salaire. S'il vous plaît, Richard est l'homme. Il subvient aux besoins. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti mon téléphone. Richard était à son club de golf. La routine du samedi n'a jamais changé. Je lui ai envoyé un SMS pour qu'il rentre immédiatement à la maison. Urgence avec la maison. Il a répondu par SMS qu'il était en plein milieu d'une partie. J'ai envoyé un SMS disant que le plafond de son bureau s'était effondré. Il serait à la maison dans 15 minutes. Je suis retourné vers Alexis. Richard est en route.
Enfin. J'attendais de le surprendre. Nous allons à Cabo la semaine prochaine. J'ai réservé la villa et tout. Cabo est sympa. Cher. Richard paie, ai-je demandé. Évidemment, il paie toujours. C'est ce que font les vrais hommes. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 6 mois. Les 6 meilleurs mois de ma vie. Il m'achète tout ce que je veux. M'emmène dans les meilleurs restaurants. Saviez-vous qu'il a dépensé 8 000 $ pour mon collier d'anniversaire? Je le savais parce que j'ai vu le relevé de carte de crédit de notre compte commun que je remplis avec mon petit salaire. C'est généreux, ai-je dit. Il est très généreux avec la bonne femme. Sa femme reçoit probablement des fleurs du supermarché et dîne dans des chaînes de restaurants, probablement. La voiture de Richard s'est arrêtée. Il est entré en panique à propos du plafond de son bureau, a vu Alexis en premier. Son visage est devenu blanc. Puis il m'a vu, est devenu encore plus blanc. Richard. Alexis a bondi. Surprise. Je suis venu te voir. Alexis, que fais-tu ici? Je te rends visite, idiot. Ta bonne m'a laissé entrer, même si elle n'est pas très bonne. Tu devrais peut-être la remplacer. Ma bonne? Il m'a regardé. J'ai souri. J'ai gardé mon sourire stable tout en regardant le visage de Richard passer par au moins 5 expressions différentes en environ 3 secondes. Sa bouche s'est ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, puis s'est refermée quand rien n'est sorti. Il a regardé Alexis, puis de nouveau moi, puis de nouveau Alexis, et je pouvais réellement voir son cerveau travailler à plein régime, essayant de comprendre quel mensonge pourrait le sauver. Sa main s'est levée pour desserrer sa cravate, même si elle n'était pas serrée, et il a fait ce demi-pas bizarre en arrière comme si son corps voulait courir, mais ses jambes ne voulaient pas coopérer. Alexis était toujours là avec ce grand sourire sur son visage, ne remarquant absolument pas la panique qui rayonnait de Richard comme des vagues de chaleur de l'asphalte en été. Elle a commencé à bouger vers lui pour un câlin ou quelque chose comme ça, mais elle a ensuite remarqué son expression et s'est arrêtée en plein mouvement. Son sourire a légèrement faibli, et elle m'a jeté un coup d'œil confus, comme si elle essayait de comprendre pourquoi Richard n'était pas heureux de la voir. J'ai regardé ses yeux descendre vers ma main gauche où se trouvait mon alliance, la même alliance que Richard a mise à mon doigt il y a 12 ans quand nous nous sommes mariés lors de cette petite cérémonie au palais de justice, parce que nous étions trop fauchés pour quelque chose de plus grand. La bague a attrapé la lumière de la fenêtre, et j'ai vu Alexis la regarder pendant 3 bonnes secondes avant que son cerveau ne commence à faire des liens. Elle a regardé Richard, puis de nouveau moi, et son visage a traversé cette réalisation au ralenti qui aurait été drôle si cela ne se passait pas dans mon salon. Richard a finalement retrouvé sa voix, et elle est sortie rauque et bizarre. Il a dit que j'étais sa directrice commerciale, que je gérais les finances de la maison et que j'aidais avec les papiers, et il parlait très vite, comme si la vitesse rendrait le mensonge plus crédible. Alexis a eu l'air soulagé pendant peut-être 3 secondes, ses épaules se sont détendues, et ce sourire confiant a commencé à revenir. J'ai levé ma main gauche pour que la bague soit juste dans sa ligne de mire et j'ai dit très clairement que j'étais sa femme depuis 12 ans, celle dont elle parlait depuis 20 minutes pendant que je lui apportais de l'eau avec trop de glace. La couleur a disparu du visage d'Alexis si vite, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement s'évanouir là sur mes planchers de bois franc. Ses yeux sont devenus énormes, et sa bouche s'est ouverte en une forme de O parfaite, et elle a littéralement trébuché en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le cadre de la porte entre l'entrée et le salon. Elle s'est agrippée au cadre d'une main pour ne pas tomber, et son sac à main de marque a glissé de son épaule et a heurté le sol avec ce bruit sourd coûteux qui a résonné dans le silence soudain. Je pouvais la voir essayer de comprendre ce que je venais de dire, ses yeux se déplaçant entre mon visage et ma bague et l'expression coupable de Richard. Sa respiration est devenue plus rapide et sa main libre est venue à sa gorge comme si elle ne pouvait pas avoir assez d'air. Richard a commencé à bouger vers elle, mais j'ai levé la main et leur ai dit à tous les deux de s'asseoir dans le salon parce que nous allions avoir une conversation comme des adultes. Ma voix est sortie calme et stable, même si mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Richard a ouvert la bouche pour argumenter, probablement pour dire que ce n'était pas le bon moment ou que nous devrions parler en privé ou une autre excuse, mais quelque chose dans mon visage l'a fait taire immédiatement. Il s'est dirigé vers le canapé et s'est assis sur le bord comme s'il avait besoin de courir à tout moment. Alexis l'a suivi comme si elle était en transe, se déplaçant lentement et prudemment comme si le sol pouvait s'ouvrir et l'avaler. Elle s'est assise à l'extrémité opposée du canapé de Richard, aussi loin qu'elle pouvait, tout en étant sur le même meuble. Je suis resté debout parce que m'asseoir donnait l'impression d'abandonner une sorte d'avantage que je ne voulais pas perdre.
J'ai regardé Alexis et je lui ai dit de me raconter tout sur sa relation avec Richard, et elle s'est immédiatement tournée vers lui comme s'il pouvait lui donner la permission ou lui dire quoi dire. Richard regardait ses mains sur ses genoux, se rongeant l'ongle du pouce comme il le fait quand il est nerveux. La bouche d'Alexis s'est ouverte et s'est fermée plusieurs fois avant qu'un son ne sorte, et quand elle a finalement commencé à parler, sa voix était tremblante et petite. Elle a dit qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois, qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une collecte de fonds d'un hôpital où Richard essayait d'obtenir des références pour son cabinet. Elle a dit que Richard lui avait dit qu'il était malheureux en mariage avec quelqu'un qui ne le comprenait pas, qui était ennuyeux et vieux et n'appréciait pas quel homme bon il était. Sa voix est devenue encore plus calme lorsqu'elle a dit cette dernière partie, comme si elle commençait à réaliser à quel point cela sonnait stupide maintenant. Richard a essayé d'interrompre avec des excuses ou des justifications, sa tête se relevant et sa bouche s'ouvrant, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse dire un mot. J'ai interrogé Alexis sur l'argent, sur toutes les choses que Richard lui avait achetées, et j'ai gardé ma voix stable et calme comme si je parlais du temps qu'il faisait. Alexis a énuméré tout dans cette petite voix effrayée qui ne ressemblait en rien au ton confiant qu'elle avait utilisé quand elle pensait que j'étais la bonne. Elle a parlé de dîner dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des endroits du centre-ville avec des noms en français ou en italien qui coûtaient probablement plus cher par repas que la plupart des gens ne dépensent en épicerie en une semaine. Elle a mentionné le collier à $8 000 pour son anniversaire, les virées shopping où Richard lui achetait des chaussures, des sacs à main et des vêtements, des voyages de fin de semaine dans des stations balnéaires. Puis elle a parlé du voyage à Cabo qu'elle avait réservé, une villa qui coûtait $12 000 pour la semaine, et Richard lui avait dit de ne pas s'inquiéter du coût parce qu'il voulait bien la traiter. Sa voix s'est brisée sur cette dernière partie, et j'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre application bancaire, en affichant les relevés de cartes de crédit que j'examinais depuis un mois, essayant de comprendre où passait tout notre argent. J'ai tendu le téléphone pour qu'elles puissent toutes les deux voir l'écran, et j'ai fait défiler les dépenses, en soulignant chacune d'elles avec mon doigt. Dîner dans un endroit appelé l'Ernardan, $470. Achat de bijoux chez Tiffany, $8,200. Chambre d'hôtel au Ritz, $600 pour une nuit. Alexis est redevenu pâle en me regardant faire défiler les dépenses, et je pouvais la voir faire des calculs dans sa tête, additionnant tout l'argent que Richard avait dépensé pour elle en 6 mois. Elle s'est tournée vers Richard et lui a demandé si c'était vrai, s'il avait vraiment dépensé l'argent de sa femme pour elle, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot comme si c'était physiquement douloureux à dire. Richard a essayé d'expliquer que c'était compliqué, que son cabinet avait connu des années difficiles, et qu'il allait tout rembourser une fois que la situation se serait améliorée. Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir et j'ai dit que son cabinet avait perdu de l'argent pendant 3 années consécutives, que je couvrais les pertes sur mon salaire pendant qu'il prétendait être un médecin prospère qui pouvait se permettre une maîtresse. La main d'Alexis s'est levée vers sa bouche, et elle a fait ce petit bruit comme si elle allait être malade. Je lui ai dit que je couvrais les pertes du cabinet de Richard, le paiement de sa voiture, cette hypothèque, en gros tout dans nos vies pendant qu'il jouait au Sugar Daddy avec mon revenu. J'ai dit que chaque cadeau qu'il lui avait fait, chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque chose venait de l'argent que je gagnais dans mon entreprise, le petit boulot dont elle s'était moquée plus tôt. Alexis avait l'air de vouloir vomir là, sur mon canapé, et honnêtement, je ne lui en voulais pas parce que tout son fantasme de Richard étant cet homme généreux et prospère qui pouvait prendre soin d'elle venait de voler en éclats. Richard fixait toujours ses mains, et j'ai remarqué que son visage était devenu rouge, non pas à cause de l'embarras, mais à cause de la colère, comme s'il était en colère que je dise à Alexis la vérité sur nos finances. Alexis a commencé à pleurer pour de vrai maintenant, pas de jolies larmes, mais des sanglots laids qui ont fait couler son mascara sur son visage entraîné noir. Alexis a essuyé son visage avec le dos de sa main et a étalé du maquillage noir sur sa joue. Elle a regardé Richard, puis moi, et quelque chose a semblé se déclencher dans son cerveau parce qu'elle s'est soudainement redressée sur le canapé. Elle a interrogé Richard au sujet de son père et a dit qu'il avait promis d'aider à l'avancement de la carrière de son père. Le visage de Richard est devenu encore plus rouge et il s'est agité sur sa chaise, mais n'a rien dit. J'ai demandé quel était le nom de son père et Alexis a répondu Knox Marcato sans me regarder. Mon estomac s'est noué parce que je savais exactement qui était Knox Marcato. Il travaillait dans le département des opérations de mon entreprise et y était depuis 4 ans, faisant un travail correct, mais rien qui se démarquait comme spécial ou digne d'une promotion. Je me suis tourné vers Richard et lui ai demandé s'il avait vraiment promis d'influencer la carrière de Knox dans mon entreprise. Richard a regardé le sol et son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait fait des promesses concernant mon entreprise à sa maîtresse sans même m'en parler.
Alexis s'est mise à pleurer encore plus fort maintenant et ce n'étaient pas les larmes délicates d'avant, mais de vrais sanglots qui faisaient trembler tout son corps. Elle a traité Richard de pathétique et a demandé quelle part de ce qu'il lui avait dit était réellement vrai. Richard est resté assis là à regarder ses mains comme si elles pouvaient avoir des réponses écrites dessus. Je me suis levé et j'ai dit à Alexis qu'elle devait quitter ma maison tout de suite. Elle n'a pas protesté comme je m'y attendais, mais a simplement attrapé son sac à main de créateur sur la table basse et a ramassé son manteau là où je l'avais laissé sur la chaise. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle partait bien. Alexis s'est arrêté, la main sur la poignée de la porte, et s'est retournée pour me regarder. Elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle ne savait pas que j'étais réel. C'était une chose tellement étrange à dire que j'ai presque ri parce que bien sûr que j'étais réel. Elle a ouvert la porte et est sortie vers sa voiture et je l'ai regardée partir avant de fermer la porte et de la verrouiller. Quand je me suis retourné, Richard était juste là, essayant d'attraper mon bras. J'ai reculé rapidement et lui ai dit de ne pas s'approcher de moi. Il a commencé à parler très vite de la façon dont cette liaison ne voulait rien dire, de la façon dont il m'aimait et de la façon dont il y mettrait fin complètement pour que nous puissions surmonter cette épreuve ensemble. Ces mots se sont mélangés comme s'il pensait que s'il parlait assez vite, je pourrais le croire. J'ai levé la main pour l'arrêter et j'ai demandé depuis combien de temps il me mentait sur tout, pas seulement sur Alexis, mais sur le cabinet, l'argent et ses mardis et jeudis. Le visage de Richard a changé et il a baissé les yeux sur le sol. Il a admis que le cabinet avait des difficultés depuis plus de 3 ans. Il a dit que c'était plutôt 5 ans et qu'il ne savait pas comment me le dire, 5 ans de mensonges sur son entreprise tout en dépensant mon argent pour la maintenir à flot. Richard a dit qu'il se sentait émasculé par mon succès et que tout le monde dans notre cercle social savait que sa femme était le soutien de famille alors qu'il était le médecin raté. Je lui ai rappelé que j'avais fait 2 boulots pour lui permettre de faire ses études de médecine. J'ai créé mon entreprise à partir de rien tout en soutenant son rêve de devenir médecin. C'est ainsi qu'il m'a remercié pour 12 ans de soutien. Richard a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué à parler par-dessus lui. Je lui ai dit de faire sa valise et de partir ce soir. Il pouvait loger dans un hôtel ou chez un ami, mais il devait être parti dans l'heure. Richard a dit que c'était sa maison aussi, et qu'il avait le droit de rester ici. Je lui ai rappelé que mon nom était le seul sur l'acte de propriété parce que mon argent avait payé chaque brique de cette maison. Il a ouvert la bouche, l'a refermée et l'a rouverte, mais aucun mot n'est sorti. J'ai pointé les escaliers et lui ai dit de commencer à faire ses valises. Richard est monté à l'étage et j'ai entendu ses pas sur le sol au-dessus de moi. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti une bouteille de vin du casier. Je me suis versé un grand verre et je me suis assise à la table de la cuisine en essayant de comprendre que mon mariage de 12 ans venait de s'effondrer dans mon salon. La maison était silencieuse, à l'exception de Richard qui se déplaçait à l'étage, ouvrant les tiroirs et les portes des placards. Je me suis demandé comment j'avais manqué tous les signes ou si je ne voulais tout simplement pas les voir parce que les voir signifierait admettre que mon mariage était un mensonge. J'ai entendu les pas de Richard descendre les escaliers et il est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec une valise à la main. Il l'a posée et a essayé une fois de plus de s'excuser. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour arranger ça et réparer les choses. J'ai bu une gorgée de mon vin et je lui ai dit que la seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de partir et de me laisser de l'espace pour réfléchir. J'ai dit que nous parlerions par l'intermédiaire d'avocats à partir de maintenant et qu'il ne devait pas me contacter directement. Richard a ramassé sa valise et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai entendu s'ouvrir et se fermer, puis sa voiture a démarré dans l'allée. Le bruit du moteur s'est estompé au fur et à mesure qu'il s'éloignait et je me suis assise seule dans ma cuisine avec mon vin. Le verre m'a semblé lourd dans la main et je l'ai posé sur la table parce que mes doigts tremblaient. La maison était si calme que j'entendais le réfrigérateur bourdonner dans le coin et l'horloge tic-tac sur le mur. Je suis restée assise là pendant peut-être 10 minutes à ne rien regarder avant que les larmes ne commencent à couler, pas les jolis pleurs que l'on voit dans les films, mais le genre de pleurs où votre visage devient rouge, votre nez coule et vous ne pouvez pas reprendre votre souffle. J'ai pleuré pour chaque mensonge que Richard m'avait raconté pendant 12 ans. J'ai pleuré d'avoir fait 2 boulots pendant qu'il faisait ses études de médecine et de penser que nous construisions quelque chose ensemble. J'ai pleuré chaque fois que j'ai couvert les pertes de son cabinet et que je l'ai cru quand il a dit que les choses allaient s'améliorer. J'ai pleuré d'avoir été si stupide que je n'ai pas vu ce qui se passait dans ma propre maison les mardis et jeudis. Le pire, c'était de savoir qu'il restait avec moi parce que partir lui coûterait de l'argent, pas parce qu'il m'aimait ou même qu'il m'appréciait. J'étais juste pratique, un compte bancaire avec un battement de cœur.
Je suis restée assise à cette table de cuisine jusqu'à presque minuit à pleurer et à boire du vin jusqu'à ce que la bouteille soit vide et que mes yeux soient si gonflés que je pouvais à peine voir. Le lendemain matin, j'avais mal à la tête et mon visage était horrible dans le miroir de la salle de bain. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mes yeux et j'ai essayé de me donner une apparence normale, mais il était impossible de cacher que j'avais passé la moitié de la nuit à pleurer. J'ai fait du café et je me suis assise à nouveau à la table de la cuisine, cet instant a fixé mon téléphone. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui me connaissait avant Richard et qui me connaîtrait encore après. J'ai appelé Gita à 7 heures du matin, même si c'était dimanche. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et j'ai recommencé à pleurer en entendant sa voix. Elle a demandé où j'étais et j'ai dit à la maison et elle a dit qu'elle serait là dans 20 minutes. Gita est arrivée 17 minutes plus tard avec un sac de bagel et de fromage à la crème et son propre thermos de café. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras là, dans l'embrasure de la porte. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine et je lui ai tout raconté pendant que nous mangions des bagels dont je ne pouvais pas vraiment sentir le goût. Je lui ai raconté qu'Alexis s'était présenté et avait pensé que j'étais la femme de ménage. Je lui ai parlé du collier à $8000 et du voyage à Cabo. Je lui ai raconté que Richard dépensait mon argent pour sa petite amie depuis 6 mois tout en lui disant que sa femme n'était qu'une femme ennuyeuse avec un petit boulot. Gita s'est mise de plus en plus en colère au fur et à mesure que je parlais, son visage devenant rouge et ses mains serrant sa tasse de café si fort que j'ai cru qu'elle allait se casser. Elle a demandé si je savais que Knox Marcato était le père d'Alexis. Je me suis arrêté en pleine bouchée et je l'ai regardé parce que ce nom m'était familier, mais je n'arrivais pas à le situer au début. Puis ça m'a frappé et je me suis senti malade à nouveau. Knox travaillait dans notre département des opérations, y était depuis 4 ans, toujours calme et professionnel. Je n'ai jamais su qu'il avait une fille parce que nous ne parlions pas beaucoup de choses personnelles au travail. Gita s'est penchée en avant et a dit que nous devions faire attention à la façon dont cela affecterait l'entreprise. Si Knox découvrait ce qui s'était passé, si d'autres employés le découvraient, cela pourrait créer des problèmes dont nous n'avions pas besoin en ce moment. Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi voulait licencier Knox juste parce qu'il était lié à Alexis. Gita a vu mon visage et m'a rappelé que Knox n'avait rien fait de mal, que le punir pour les choix de sa fille serait injuste et probablement illégal. Elle a dit que nous devions garder cela secret pour l'instant et le gérer professionnellement si cela devenait un problème de travail plus tard. J'étais d'accord, même si c'était injuste que Knox puisse continuer à travailler dans mon entreprise alors que sa fille couchait avec mon mari. J'ai passé le reste de ce week-end dans mon bureau à domicile à éplucher tous les documents financiers que j'ai pu trouver, relevés bancaires, cartes de crédit, documents de prêt, tout. Plus je regardais, pire c'était. Richard cachait des relevés de cartes de crédit dans sa voiture. Je les ai trouvés quand je cherchais les papiers d'assurance, 3 cartes différentes dont je ne connaissais pas l'existence, tout au maximum, tout à nos 2 noms. Des avances de fonds totalisant près de $30 000 sur 2 ans. J'ai trouvé une demande de prêt pour son cabinet médical où quelqu'un avait falsifié ma signature, et l'écriture ressemblait suffisamment à la mienne pour que je doive la comparer à de vrais documents pour être sûr que ce n'était pas moi. Richard avait contracté un prêt de $75 000 en utilisant notre maison comme garantie, et je ne l'ai jamais su. Chaque page que je regardais me faisait me sentir plus stupide de lui faire confiance. Comment ai-je pu manquer ça? Comment n'ai-je pas remarqué des milliers de dollars disparaître? Mais je savais comment. J'étais occupé à diriger mon entreprise, à travailler 60 heures par semaine, et je faisais confiance à mon mari pour être honnête au sujet de l'argent. Je lui faisais confiance pour tout, et il a utilisé cette confiance pour me dépouiller tout en couchant avec quelqu'un d'assez jeune pour être sa fille. Le lundi matin, j'étais à mon bureau à 6 heures du matin à passer des appels avant que quiconque n'arrive au bureau. J'avais besoin de la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de la ville, et tout le monde disait que c'était Palmer Hendricks. Le site web de son cabinet indiquait qu'elle était spécialisée dans les divorces de personnes fortunées et qu'elle avait la réputation d'être coriace. J'ai appelé son bureau à 8 heures à l'ouverture et j'ai eu une assistante qui avait l'air ennuyée. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un rendez-vous d'urgence pour un divorce et l'assistante a dit que Palmer était complet pour les 3 prochaines semaines. J'ai donné mon nom et j'ai mentionné le nom de mon entreprise et le ton de l'assistante a complètement changé. Elle m'a mise en attente et quand elle est revenue, c'était Palmer elle-même au téléphone. La voix de Palmer était vive et professionnelle et elle a demandé ce qui faisait de cela une urgence. Je lui ai dit que mon mari avait une liaison depuis 6 mois, qu'il dépensait les biens conjugaux pour sa maîtresse et qu'il cachait des informations financières, y compris en falsifiant ma signature sur des documents de prêt.
Palmer est restée silencieuse pendant peut-être 3 secondes, puis a dit qu'elle pouvait me voir cet après-midi à 15 heures. J'ai dit que je serais là, et elle m'a donné l'adresse de son bureau au centre-ville, dans le quartier financier. Le bureau de Palmer était au 40e étage d'une tour de verre qui reflétait toute la ville. Le hall avait des sols en marbre et de l'art moderne sur les murs et une réceptionniste qui ressemblait à une mannequin de mode. J'ai donné mon nom et la réceptionniste a souri et a dit que Palmer m'attendait. Elle m'a conduite dans un couloir avec des baies vitrées et dans un bureau d'angle qui avait vue sur le fleuve et la ligne d'horizon. Palmer s'est levée derrière un immense bureau en bois sombre et m'a serré la main. Elle avait peut-être 50 ans, avec des yeux gris perçants et un tailleur noir qui coûtait probablement plus cher que le paiement de ma voiture. Sa poignée de main était ferme et elle m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau. Elle avait un bloc-notes juridique prêt et un stylo à la main et elle m'a regardé comme si elle pouvait voir à travers tous les mensonges que je pourrais raconter. Je l'ai aimée immédiatement. Palmer m'a demandé de tout lui raconter depuis le début, et elle ne m'a pas interrompu une seule fois pendant que je parlais. Elle a juste pris des notes sur son bloc-notes juridique, son stylo se déplaçant rapidement sur le papier, et son visage est resté neutre même quand je suis arrivé aux parties concernant l'argent. J'ai sorti le dossier que j'avais apporté avec tous les documents financiers que j'avais trouvés pendant le week-end, les relevés de cartes de crédit montrant les dépenses dans des restaurants chers et des bijouteries, les relevés bancaires montrant les avances de fonds, la demande de prêt avec la signature falsifiée. Palmer a examiné chaque page attentivement, parfois en prenant des notes, parfois en prenant des photos avec son téléphone. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Les dépenses d'argent conjugal de Richard pour une liaison s'appellent un gaspillage des biens conjugaux, et cela aiderait beaucoup mon dossier au tribunal du divorce. » Elle a expliqué que les juges n'appréciaient pas quand un conjoint utilisait l'argent commun pour financer une liaison, surtout quand les montants étaient aussi importants. Palmer a dit qu'elle pourrait probablement m'obtenir une part plus importante de tout parce que Richard avait gaspillé tellement de notre argent pour Alexis. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine en entendant ça, comme si je n'étais peut-être pas complètement impuissante dans cette situation après tout. Palmer a posé des questions sur mon entreprise et si Richard en détenait une part quelconque. J'ai expliqué que j'avais fondé l'entreprise il y a 8 ans avant que nous nous marions et que je l'avais gardée complètement séparée. Le nom de Richard ne figurait sur aucun document de l'entreprise. Il n'avait aucune participation, aucun droit de propriété, rien. Palmer a même souri pour la première fois et a dit que c'était très intelligent de ma part. Elle a expliqué que dans de nombreux divorces, les plus grandes batailles portaient sur les actifs commerciaux. Mais comme j'avais gardé mon entreprise séparée et que je l'avais créée avant le mariage, Richard n'avait absolument aucun droit dessus. J'ai senti un soulagement m'envahir parce que mon entreprise était tout ce que j'avais construit, et l'idée que Richard en obtienne une partie me donnait envie de vomir. Palmer a pris une note sur son bloc-notes juridique et a dit que nous veillerions à ce que les papiers du divorce indiquent très clairement que l'entreprise était à moi seul, et que Richard n'avait aucun droit dessus. Nous avons ensuite parlé du cabinet médical de Richard, et le visage de Palmer est redevenu sérieux. Elle a expliqué que même si le cabinet était au nom de Richard, toutes les dettes qu'il avait contractées pendant notre mariage étaient probablement des dettes conjugales. Cela signifiait que je pourrais être responsable de la moitié de ce que son cabinet devait, même en cas de divorce. J'ai senti mon estomac se nouer parce que je savais que son cabinet était noyé sous les dettes. Plus de $100 000 facilement, peut-être plus. Palmer a vu mon visage et a dit que nous devrions examiner toutes les finances du cabinet pour voir exactement à quoi nous avions affaire. Elle a dit, il pourrait y avoir des moyens de faire valoir que la mauvaise gestion de son cabinet par Richard était de sa propre faute, et que je ne devrais pas avoir à payer pour cela, mais cela dépendrait de ce que les chiffres montreraient. Je suis resté assise là, malade, en pensant à l'idée d'être coincé avec $50 000 ou plus de dettes commerciales de Richard en plus de tout ce qu'il m'avait fait. Palmer s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit que nous devions engager quelqu'un pour examiner tous nos documents financiers à la loupe. Elle a appelé cela un expert comptable judiciaire, quelqu'un qui était spécialisé dans la recherche d'argent caché et le suivi de chaque dollar dépensé. Palmer a dit qu'elle connaissait quelqu'un d'excellent qui pourrait commencer tout de suite et qui pourrait témoigner au tribunal si nous en avions besoin. L'expert comptable documenterait exactement combien Richard a dépensé pour Alexis, où sont allées toutes les avances de fonds et s'il y avait d'autres comptes cachés ou des dettes dont nous n'étions pas au courant. Palmer a dit que cela coûterait environ $5 000, mais que cela en vaudrait chaque centime parce qu'une bonne documentation renforcerait considérablement notre dossier. J'ai accepté immédiatement parce que je voulais connaître toute la vérité sur ce que Richard avait fait de notre argent. Palmer a passé un appel directement de son bureau et a fixé un rendez-vous avec l'expert comptable judiciaire plus tard dans la semaine.
Quand j'ai quitté son bureau 1 heure plus tard, j'avais l'impression d'avoir enfin quelqu'un de mon côté qui savait comment riposter contre ce que Richard m'avait fait. Avant de quitter le bureau de Palmer, je lui ai posé des questions sur Knox Marcato et si le fait que le père d'Alexis travaille dans mon entreprise me créait des problèmes juridiques. Palmer a posé son stylo et a réfléchi un instant avant de dire que c'était compliqué, mais probablement pas quelque chose pour lequel quelqu'un pourrait me poursuivre. Elle a expliqué que je ne pouvais pas renvoyer Knox simplement parce que sa fille a couché avec mon mari, ce serait de la discrimination fondée sur les relations familiales et cela pourrait m'exposer à une poursuite pour licenciement abusif. Palmer a dit que je devais parler à mon service des ressources humaines tout de suite et m'assurer que nous documentons tout avec soin afin que personne ne puisse prétendre que je traitais Knox différemment à cause de ce qu'Alexis a fait. Je l'ai remercié et je suis parti avec l'impression que chaque partie de ma vie se transformait en un champ de mine juridique où un faux pas pouvait me sauter à la figure. De retour à mon bureau le lendemain matin, j'ai prévu une réunion privée avec Corey Brandt, notre chef des ressources humaines. Corey travaillait dans l'entreprise depuis 6 ans et je lui faisais confiance pour gérer les situations délicates sans répandre de commérage dans tout le bâtiment. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai expliqué que j'étais en instance de divorce et qu'il pourrait y avoir des complications sur le lieu de travail pour lesquelles j'avais besoin de ses conseils. Corey a sorti un bloc-notes et a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais que mon mari avait une liaison avec la fille d'un employé. Je n'ai pas utilisé de nom au début, j'ai juste exposé la situation de base et j'ai demandé ce que je devais faire pour me protéger et protéger l'entreprise. Le visage de Corey est resté professionnel, mais je pouvais voir de la sympathie dans ses yeux quand il a dit que nous devions être extrêmement prudents sur la façon dont nous gérions le statut de l'employé. Il a expliqué que nous ne pouvions pas punir quelqu'un pour les actions d'un membre de sa famille, ce serait de la discrimination et cela pourrait entraîner une poursuite que l'entreprise perdrait probablement. Corey a dit que la meilleure approche était de tout documenter et de traiter l'employé exactement comme nous traiterions n'importe qui d'autre, en ne traitant que les problèmes de performance réels s'ils se présentaient. J'ai pris une inspiration et j'ai dit à Corey que l'employé était Knox Marcato aux opérations. Corey a hoché la tête et a ouvert le dossier du personnel de Knox sur son ordinateur portable, en faisant défiler les évaluations de performance et les registres de présence. Après quelques minutes, il a levé les yeux et a dit « Knox est un employé solide depuis 4 ans, sans aucun problème disciplinaire et avec des évaluations de performance constamment bonnes. » Corey a expliqué que cela rendait en fait la situation plus difficile parce que je ne pouvais pas justifier le renvoi de Knox ou son transfert à un autre poste sans une raison commerciale légitime. Si je faisais quoi que ce soit qui ressemblait à des représailles pour la liaison de sa fille avec mon mari, Knox pourrait me poursuivre personnellement et l'entreprise. Je me suis senti frustré parce qu'une partie de moi voulait que Knox parte pour que je n'ai pas à le voir tous les jours et à me rappeler ce que sa fille a fait. Mais j'ai compris que Corey avait raison sur les risques juridiques. Corey a fermé le dossier de Knox et a dit que nous devions documenter cette conversation et créer un plan sur la façon de gérer tout problème qui pourrait survenir. Il a suggéré que nous traitions Knox exactement comme nous traiterions n'importe quel autre employé, en l'évaluant uniquement sur sa performance au travail et son comportement au bureau. Si la performance de Knox souffrait ou s'il créait des problèmes à cause de la situation avec Alexis et Richard, nous traiterions ces problèmes par les voies normales des ressources humaines avec tout documenté. Corey a dit que nous ne pouvions pas punir préventivement Knox pour quelque chose que sa fille adulte a choisi de faire, même si j'avais tous les droits d'être en colère contre toute la situation. J'ai accepté l'approche de Corey, même si elle me paraissait insatisfaisante, et il a pris des notes sur notre réunion pour le dossier des ressources humaines au cas où nous aurions besoin de prouver que nous avons tout géré correctement. Ce soir-là, j'étais assise à la maison en train de consulter d'autres documents financiers quand mon téléphone a vibré avec un message de Richard. Il a demandé si nous pouvions parler parce qu'il voulait tout expliquer et essayer de trouver une solution. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de me rappeler l'instruction de Palmer selon laquelle toute communication devait passer par son bureau maintenant. J'ai transféré le message de Richard à Palmer sans lui répondre et je l'ai laissé gérer ce qu'il voulait dire. Palmer a répondu par SMS 20 minutes plus tard en disant qu'elle contacterait l'avocat de Richard et lui rappellerait qu'une communication directe avec moi n'était pas appropriée pendant la procédure de divorce. L'expert comptable judiciaire que Palmer a recommandé s'est présenté chez moi 2 jours plus tard avec une mallette et des lunettes qui lui donnaient l'air d'une bibliothécaire. Son nom était indiqué sur sa carte de visite, mais Palmer m'avait prévenu qu'elle avait la personnalité d'un détective et qu'elle ne s'arrêterait pas de fouiller tant qu'elle n'aurait pas tout trouvé. Je l'ai conduite au bureau à domicile de Richard et je lui ai donné accès à tous nos documents financiers, relevés bancaires, factures de cartes de crédit et déclarations de revenus des 5 dernières années. Elle s'est assise au bureau de Richard avec son ordinateur portable et sa calculatrice et s'est mise au travail pendant que j'essayais de me concentrer sur mon propre travail dans une autre pièce.
6 heures plus tard, elle m'a rappelé dans le bureau et m'a montré ce qu'elle avait trouvé. L'expert comptable avait découvert des choses que même moi j'avais manquées lors de mon propre examen, de petits retraits d'espèces qui s'élevaient à des milliers de dollars, des virements mystérieux vers des comptes dont j'ignorais l'existence et un schéma de dépenses qui montrait clairement que Richard avait planifié et financé sa liaison pendant plus de 6 mois. Elle avait des feuilles de calcul codées par couleur par catégorie montrant exactement où chaque dollar était allé, et le montant total que Richard a dépensé pour Alexis était encore plus élevé que je ne le pensais. Mercredi après-midi, mon assistante m'a dit que Knox Marcato avait demandé une réunion par les voies appropriées. J'ai demandé à Cory d'être présent en tant que représentant des RH, et nous nous sommes réunis dans l'une des petites salles de conférence au lieu de mon bureau. Knox est entré en ayant l'air mal à l'aise dans une chemise et une cravate, plus formelle que ses vêtements de travail habituels. Il s'est assis en face de nous et m'a remercié d'avoir pris le temps de le rencontrer. Knox a dit qu'il voulait aborder quelque chose directement et a demandé si l'implication de sa fille avec mon mari affecterait sa position dans l'entreprise. Je pouvais le voir serrer le bord de la table, et son visage était tendu de stress alors qu'il attendait ma réponse. J'ai dit honnêtement à Knox que ce qui s'était passé entre Richard, Alexis et moi était une affaire personnelle distincte de son emploi. J'ai expliqué que sa performance au travail était ce qui comptait dans cette entreprise, et tant qu'il continuait à faire du bon travail, son poste était assuré. Les épaules de Knox se sont affaissées avec un soulagement visible, et il m'a remercié d'être professionnel dans cette situation. Puis son visage a changé, et il a dit qu'Alexis lui avait tout raconté sur ce qui s'était passé chez moi, comment elle pensait que j'étais la femme de ménage et avait dit des choses terribles sur moi. Knox a dit qu'il était horrifié par le comportement de sa fille et honteux d'avoir élevé quelqu'un qui pouvait traiter une autre personne de cette façon. Knox a baissé les yeux sur ses mains et a dit qu'il avait essayé d'élever Alexis mieux que ça, que sa mère était morte quand elle n'avait que 8 ans, et peut-être qu'il l'avait trop gâtée en essayant de compenser la perte de sa mère. Il a dit qu'il a donné à Alexis tout ce qu'elle demandait parce qu'il se sentait coupable qu'elle grandisse sans mère, et maintenant il pouvait voir qu'il avait créé une jeune femme gâtée qui pensait pouvoir prendre tout ce qu'elle voulait sans se soucier de qui elle blessait. J'ai ressenti un éclair de sympathie inattendu pour Knox assis là à parler de sa femme décédée et de ses regrets d'avoir élevé sa fille, mais j'ai gardé mon masque professionnel en place et je lui ai dit à nouveau que son poste dans l'entreprise était assuré, que j'appréciais qu'il soit venu me parler directement et que nous devions tous simplement nous concentrer sur l'avenir. Knox m'a remercié une fois de plus et a quitté la salle de conférence, et Cory a pris des notes sur la réunion pour le dossier des RH. Ce soir-là, Richard a commencé à m'appeler depuis différents numéros de téléphone après que j'ai bloqué son portable. Je n'ai répondu à aucun des appels, mais il a laissé des messages vocaux que j'ai écoutés plus tard. Les messages oscillaient entre des excuses et de la colère, Richard me suppliant de lui parler dans un message vocal, puis m'accusant de réagir de manière excessive et d'essayer de détruire sa vie dans le suivant. J'ai enregistré tous les messages vocaux comme Palmer me l'a dit et je les ai tous transférés à son adresse électronique. Le lendemain matin, Palmer a appelé et a dit qu'elle envoyait à l'avocat de Richard une lettre formelle de cessation et d'abstention lui demandant d'arrêter de me contacter directement. Elle a dit que si Richard continuait à appeler après avoir reçu la lettre, nous pourrions l'utiliser comme preuve de harcèlement et cela ne ferait que le faire paraître plus mal quand nous arriverions au tribunal. 2 semaines plus tard, l'expert comptable judiciaire est revenu au bureau de Palmer avec son rapport complet, et je me suis assise en face d'elle pendant qu'elle me faisait parcourir chaque transaction. Elle avait des feuilles de calcul codées par couleur par catégorie, et les sections rouges pour les dépenses d'Alexis couvraient 3 pages complètes, 60 000 $ en 6 mois répartis en dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, achats de bijoux, magasins de vêtements de créateurs, un voyage de week-end à Miami et la villa de Cabo à 12 000 $ que Richard avait payé d'avance en totalité. L'expert comptable m'a montré des reçus pour des dîners à 800 $ où Richard commandait des bouteilles de vin qui coûtaient plus cher que notre budget d'épicerie mensuel. Elle a trouvé des frais dans des hôtels de luxe de notre propre ville, des endroits où Richard m'a dit qu'il assistait à des conférences médicales alors qu'en réalité il dépensait mon argent dans des chambres d'hôtel à 20 minutes de notre maison. La voix de l'expert comptable est restée professionnelle et calme pendant qu'elle détruisait mon mariage avec des chiffres et des dates et des relevés de cartes de crédit. Palmer a pris des notes et a posé des questions sur des transactions spécifiques, construisant son dossier pièce par pièce. Quand nous avons terminé, Palmer a dit que ce niveau de dissipation jouerait très bien au tribunal. Les juges ne voient pas d'un bon œil les conjoints qui dépensent les biens conjugaux pour des liaisons. Elle a déposé les papiers du divorce cet après-midi-là, invoquant l'adultère et la dissipation des biens conjugaux comme motif. Richard a été assigné à comparaître à son cabinet médical 3 jours plus tard pendant les heures de bureau. Palmer a arrangé les choses de cette façon exprès, a dit qu'il méritait l'humiliation publique après ce qu'il a fait.
sa réceptionniste a appelé mon téléphone portable par erreur, pensant que je gérais encore les affaires de Richard, et m'a dit qu'un huissier de justice s'était présenté pendant les heures de consultation et avait remis des papiers à Richard devant tout son personnel. 20 minutes après qu'il ait été assigné, le téléphone du bureau de Palmer a sonné, et son assistante a dit que Richard était en ligne en train de hurler. Palmer l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre, et sa voix est arrivée en colère et désespérée, hurlant que je l'humiliais publiquement et que je détruisais sa réputation. Palmer a attendu qu'il soit à bout de souffle et a dit très calmement que c'est ce qui arrive quand vous dépensez l'argent de votre femme pour votre maîtresse. Richard a essayé de discuter, mais Palmer l'a interrompu et lui a dit que toute communication future devait passer par son avocat. Puis elle a raccroché alors qu'il parlait encore. Je n'ai rien ressenti en l'écoutant enragé, juste une sorte de satisfaction lasse qu'il soit enfin confronté à de vraies conséquences. Son avocat a contacté Palmer la semaine suivante, proposant une médiation pour éviter une bataille juridique désagréable. Palmer m'a appelé au bureau et a exposé les options. Elle a dit, nous avons un dossier très solide, mais un procès serait coûteux et épuisant émotionnellement. Elle a expliqué qu'une médiation pourrait nous amener à un règlement plus rapidement et nous faire économiser de l'argent et des frais juridiques, bien qu'elle serait heureuse de démolir Richard au tribunal si c'était ce que je voulais. J'ai pensé à devoir assister à un procès, à ce que tout notre mariage soit étalé en public, à écouter les excuses de Richard devant un juge. L'idée m'épuisait avant même de commencer. J'ai dit à Palmer que j'essaierais une séance de médiation, et si ça ne marchait pas, nous irions au tribunal. Elle a dit que c'était intelligent, que nous pourrions toujours intenter une action en justice plus tard si Richard n'était pas raisonnable. La médiation a eu lieu 2 semaines plus tard dans une salle de conférence d'un immeuble de bureaux neutre au centre-ville. Palmer et moi sommes arrivés les premières et avons installé notre matériel d'un côté de la longue table. Richard est arrivé avec 10 minutes de retard avec son avocat, et quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Il ne s'était pas rasé depuis des jours, son costume était froissé comme s'il avait dormi dedans, et il avait des cernes sous les yeux qui lui donnaient l'air d'avoir 10 ans de plus. Son avocat était un jeune homme qui jetait des coups d'œil nerveux à Palmer, comme s'il savait qu'il était surpassé. Nous nous sommes tous assis, et j'ai regardé Richard de l'autre côté de la table et je n'ai rien ressenti d'autre qu'un épuisement profond. Cet homme avec qui j'avais passé 12 ans, pour qui j'avais travaillé 2 emplois pour le soutenir pendant ses études de médecine, autour duquel j'avais construit toute une vie, et maintenant il n'était qu'un étranger qui m'avait volé. La médiatrice était une femme dans la cinquantaine qui a expliqué les règles de base et nous a demandé à chacun de partager notre point de vue sur le mariage et le divorce. Richard a commencé en premier, et je l'ai regardé essayer de se faire passer pour la victime. Il a dit que je travaillais toujours, que ma réussite le faisait se sentir petit et inadéquat, qu'il avait besoin de quelqu'un qui le fasse se sentir important et masculin. Il a même dit qu'Alexis le faisait se sentir comme un homme d'une manière que je n'ai jamais fait, comme si nos 12 ans ensemble ne comptaient pour rien parce que j'avais l'audace de réussir. Le visage de la médiatrice est resté neutre, mais j'ai vu son sourcil tressaillir lorsque Richard m'a blâmé pour sa liaison. Son avocat avait l'air mal à l'aise et essayait constamment d'orienter Richard vers des arguments plus raisonnables, mais Richard était lancé sur la difficulté d'être marié à quelqu'un qui réussissait mieux que lui. Quand Richard a finalement cessé de parler, la médiatrice s'est tournée vers moi et m'a demandé mon point de vue. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai fait aucune des choses auxquelles Richard s'attendait probablement. J'ai juste exposé les faits avec la même voix calme que j'utilisais lors des réunions d'affaires. J'ai dit à la médiatrice que j'avais soutenu Richard pendant ses études de médecine, en travaillant 2 emplois pendant qu'il étudiait. J'ai expliqué que j'avais fondé ma société il y a 8 ans et qu'elle emploie maintenant 200 personnes. J'ai expliqué comment le cabinet médical de Richard perdait de l'argent depuis 3 ans, et j'ai couvert chaque perte sans me plaindre. J'ai décrit le paiement de notre hypothèque, le paiement de sa voiture, tout notre style de vie pendant qu'il jouait au faux sugar daddy avec mon argent. J'ai mentionné les 60 000 $ qu'il a dépensés pour sa maîtresse en 6 mois, de l'argent provenant de notre compte commun que j'ai rempli avec mon salaire. Le visage de la médiatrice en disait long sur qui elle croyait, et l'avocat de Richard a commencé à parcourir ses notes comme s'il cherchait un moyen de sauver la situation. Palmer a ouvert son dossier et a sorti le rapport de l'expert comptable. Elle a expliqué les conclusions à la médiatrice, chaque chiffre étant documenté et vérifié, 60 000 $ pour la liaison décomposée par catégorie, 150 000 $ supplémentaires de pertes de cabinet que j'ai couvertes sur 3 ans, la maison, les 2 voitures, nos économies, le tout financé principalement par mon revenu. L'avocat de Richard a visiblement grimacé lorsque Palmer a mentionné le montant total des biens matrimoniaux que Richard avait dilapidés ou que mon revenu avait financé. Son visage est devenu rouge,
et il a demandé une pause de 15 minutes pour consulter son client. Palmer a accepté, et ils ont quitté la salle de conférence pendant que nous restions derrière. Quand ils sont revenus, Richard avait l'air vaincu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ses épaules étaient tombantes, et il ne croisait pas mon regard. Son avocat s'est raclé la gorge et a proposé un règlement. Richard conserverait son cabinet médical et toutes ses dettes, je conserverais la maison et ma société, nous partagerions les autres biens matrimoniaux à 60/40 en ma faveur en compensation de sa dilapidation. Palmer n'a même pas cligné des yeux avant de contrer, partage 70/30 et Richard paie mes frais juridiques, qui ont atteint environ 15 000 $ jusqu'à présent. L'avocat de Richard a essayé de négocier, a dit que 65/35 était plus raisonnable, mais Palmer est restée assise là, impassible, et a dit que 70/30 plus les frais étaient sa seule offre. Elle leur a rappelé que nous avions des documents pour tout, et un juge serait probablement encore moins généreux envers Richard après avoir vu comment il avait dépensé les fonds matrimoniaux. L'avocat de Richard a regardé Richard, et Richard a juste hoché la tête une fois comme s'il avait abandonné. Il savait que nous le détruirions au tribunal avec les preuves que nous avions. Palmer a sorti l'accord de règlement qu'elle avait rédigé à l'avance, confiante que nous atteindrions ce point. Elle a expliqué les termes pendant que l'avocat de Richard prenait des notes. L'accord de règlement comprenait un langage très spécifique selon lequel Richard n'avait aucune revendication sur ma société, ni maintenant ni jamais, quelle que soit la croissance ou le succès futur. Il devait refinancer toutes les dettes de son cabinet à son seul nom dans les 6 mois. S'il ne pouvait pas obtenir de refinancement, il devait vendre le cabinet et utiliser le produit pour me rembourser les pertes que j'avais couvertes au fil des ans. Palmer avait pensé à tout, à toutes les façons possibles dont Richard pourrait essayer de réclamer mon argent plus tard. Son avocat a lu attentivement l'accord, et je pouvais le voir réaliser qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que nous avions complètement piégé Richard. Richard a signé sans le lire lui-même, juste des mouvements mécaniques comme s'il signait quelque chose dont il ne se souciait plus. Palmer a fait glisser l'accord de règlement sur la table et m'a tendu un stylo. J'ai signé mon nom sur chaque ligne marquée, le stylo rayant le papier avec un son qui semblait définitif et étrange. Richard a signé ces pages sans les relire, juste des mouvements mécaniques comme s'il signait quelque chose dont il ne se souciait plus. La médiatrice a attesté de nos signatures et a recueilli les documents, disant qu'elle les déposerait auprès du tribunal cet après-midi. Palmer m'a dit que la période d'attente de 60 jours commençait aujourd'hui, et le divorce serait définitif exactement 2 mois à partir de maintenant. Richard s'est levé lorsque la médiatrice a quitté la pièce et s'est dirigé vers moi en tendant la main. Il a dit que nous devrions parler en privé, qu'il y avait des choses qu'il devait expliquer, mais j'ai attrapé mon sac à main et je suis passé devant lui sans regarder son visage. Palmer m'a suivi, et j'ai entendu Richard crier mon nom derrière nous, mais j'ai continué à marcher dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Le hall d'entrée de l'immeuble était trop lumineux après la salle de conférence sombre, et je me suis tenu dehors sur le trottoir en respirant profondément de l'air froid. Palmer m'a serré l'épaule et a dit que je m'étais bien débrouillé là-dedans, que le règlement était juste et protégeait complètement mes intérêts. Je suis retourné au bureau parce que rentrer à la maison me semblait impossible, et j'avais besoin d'être dans un endroit qui avait du sens. Gita était dans son bureau quand je suis revenu, et elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a fermé sa porte. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et je lui ai tout raconté sur le règlement, le partage 70/30, Richard conservant son cabinet en faillite, moi conservant la maison et la société. Elle a dit que c'était une bonne issue, que Richard avait ce qu'il méritait, mais elle s'est penchée en avant et a dit, « Tu semblais trop calme à propos de tout. » Elle m'a dit que j'agissais comme si je venais de conclure une affaire commerciale au lieu de mettre fin à mon mariage, et elle craignait que je ne garde tout à l'intérieur. J'ai dit que j'allais bien, que je voulais juste que ce soit fini, mais Gita a secoué la tête et a dit qu'elle me connaissait mieux que ça. J'ai changé de sujet pour parler de choses liées au travail, et elle m'a laissé faire, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ce soir-là, je suis rentré à la maison vide et je suis resté dans la cuisine à regarder le vide. Les papiers de règlement étaient dans mon sac, et mon alliance était toujours à mon doigt, et j'ai réalisé que j'avais été marié pendant 12 ans à quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Je suis monté dans notre chambre, je me suis assise sur le bord du lit et je me suis finalement autorisé à pleurer, pas des larmes silencieuses, mais des sanglots bruyants et les qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. J'ai pleuré pour la jeune fille de 25 ans qui travaillait 2 emplois pour faire étudier son mari en médecine. J'ai pleuré pour chaque fois que j'ai couvert les pertes de son cabinet sans me plaindre. J'ai pleuré pour l'avenir que je pensais que nous aurions, des enfants, la retraite et vieillir ensemble. J'ai pleuré pour la personne que je pensais que Richard était, l'homme que j'ai épousé qui n'a apparemment jamais existé du tout.
J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal et que mes yeux soient gonflés, et je n'avais plus de larmes. Et puis je me suis allongé sur le lit en portant toujours mes vêtements de travail et j'ai regardé le plafond jusqu'à ce que je m'endorme. Les semaines suivantes ont été étranges et déconnectées, comme si je vivais dans un entre-deux. Techniquement, j'étais toujours marié, mais Richard était parti et la maison était à moi seul. Je ne pouvais pas me soucier de redécorer ou de changer quoi que ce soit parce que tout me semblait temporaire, comme si j'attendais que quelque chose commence. Je me suis jeté dans le travail, arrivant au bureau à 7 heures du matin et restant jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Gita me regardait avec des yeux inquiets mais ne me poussait pas. La maison vide était plus facile à gérer quand j'étais trop fatigué pour y penser. Knox est entré dans mon bureau un mardi avec des rapports trimestriels, et il était professionnel et minutieux comme toujours. Après son départ, Cory s'est arrêté et a fermé ma porte. Il a dit que Knox voyait un thérapeute pour gérer la culpabilité de ce qu'Alexis avait fait, que Knox se blâmait d'avoir élevé une fille qui pouvait blesser quelqu'un de cette façon. Cory a dit que Knox n'en avait jamais parlé au travail et avait fait profil bas, mais la thérapie l'aidait à gérer tout cela. J'ai ressenti un respect surpris pour Knox, qu'il prenait la responsabilité de sa part, même si Alexis était une adulte qui faisait ses propres choix. Quelques semaines plus tard, Knox m'a attrapé dans le couloir et m'a demandé s'il pouvait me parler une minute. Il a dit prudemment, comme s'il marchait dans un champ de mine, qu'Alexis était retourné vivre chez lui après que Richard n'ait plus pu payer son appartement. Il m'a dit que sa fille travaillait avec un thérapeute et regrettait profondément ce qu'elle avait fait, qu'elle voulait s'excuser un jour si j'étais disposé à l'entendre. J'ai regardé le visage fatigué de Knox et j'ai vu un père qui souffrait pour les erreurs de son enfant. Je n'ai pas répondu à ce qu'il a dit à propos d'Alexis parce que je n'étais pas prête pour cette conversation, j'ai juste hoché la tête une fois et je suis parti. Knox n'en a plus parlé. J'ai appris par des amis communs que le cabinet médical de Richard avait plus de difficultés que jamais sans mon argent pour le soutenir. Quelqu'un m'a dit qu'il rencontrait des courtiers en affaires pour vendre le cabinet, qu'il n'aurait peut-être pas le choix si les choses ne s'amélioraient pas bientôt. Une partie de moi s'est sentie justifier que les conséquences soient réelles et immédiates, mais surtout je me suis senti triste que 12 ans de mariage se soient terminés avec lui vendant le rêve que je l'avais aidé à construire, que tout se résume à de l'argent, des mensonges et une jeune fille de 25 ans qui pensait qu'elle pouvait avoir la vie de quelqu'un d'autre. 8 semaines après que nous ayons signé le règlement, Palmer a appelé mon portable pendant que j'étais en réunion. Je suis sorti pour répondre, et elle a dit que le tribunal avait tout traité, et le divorce était définitif à partir de ce matin. J'étais officiellement célibataire à 37 ans. Palmer a dit que les documents arriveraient dans quelques jours, et je devrais appeler si j'avais besoin d'autre chose. Je l'ai remercié et j'ai raccroché et je suis resté dans le couloir à essayer de comprendre que c'était vraiment fini, 12 ans de mariage dissous en 60 jours d'attente. C'était surréaliste et anticlimatique, comme si je devais ressentir quelque chose de plus grand que ce soulagement étrange et vide. Gita a insisté pour m'emmener dîner ce soir-là pour marquer l'occasion, bien qu'elle ait convenu que célébration n'était pas le bon mot pour cela. Nous sommes allés dans un restaurant italien cher au centre-ville, et elle a commandé une bouteille de vin. Quand elle est arrivée, elle a levé son verre et a dit « Voici les nouveaux départs, les nouveaux commencements, se souvenir de qui tu es sans que quelqu'un ne te retienne. » J'ai fait teinter mon verre contre le sien et j'ai essayé de me sentir optimiste quant à l'avenir au lieu d'être simplement épuisé par le passé. La nourriture était bonne, et Gita m'a fait rire avec des histoires de premiers rendez-vous terribles qu'elle avait eus, et pendant quelques heures, je me suis presque senti normal. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute parce que Gita avait raison de dire que je gardais tout à l'intérieur. Le bureau du thérapeute était dans un immeuble calme avec des chaises confortables et un éclairage doux. Je me suis assise sur son canapé et je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Elle a écouté sans interrompre, puis a dit quelque chose qui m'a frappé fort. Elle m'a dit que j'avais tellement investi dans la vie que j'avais construite que j'avais ignoré les signaux d'alarme évidents concernant Richard, que j'avais choisi de croire à ses mensonges parce qu'admettre la vérité signifiait admettre que j'avais gaspillé des années sur la mauvaise personne. Elle a dit que reconnaître ces schémas était la première étape pour s'assurer que je ne les répète pas, que comprendre pourquoi j'avais fait ces choix m'aiderait à en faire de meilleurs à l'avenir. J'ai quitté son bureau en me sentant à vif et exposé, mais aussi plus légère d'une certaine manière, comme si peut-être en parler pouvait réellement m'aider à passer à autre chose. 3 mois se sont écoulés après l'arrivée des papiers de divorce, et je me suis installé dans une routine qui ressemblait plus à la mienne que tout ce qui s'était passé depuis des années. Knox m'a envoyé un email par les canaux appropriés de l'entreprise me demandant s'il pouvait me rencontrer, a dit que c'était personnel et il comprendrait si je refusais. J'ai accepté parce que Knox n'avait été que professionnel depuis que tout s'était passé,
et je l'ai rencontré dans mon bureau un jeudi après-midi. Il est entré en ayant l'air nerveux et confus, puis Alexis a suivi derrière lui. Elle était complètement différente de la femme blonde qui m'avait remis son manteau ce samedi-là. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval, pas de maquillage, portant un jean et un pull uni qui venaient probablement d'un magasin ordinaire au lieu d'une boutique de créateurs. Elle a gardé les yeux baissés et a attendu que Knox parle en premier. Il m'a dit qu'Alexis avait travaillé dur sur elle-même, voyant un thérapeute 2 fois par semaine, et elle voulait s'excuser correctement si j'étais disposé à l'entendre. J'ai regardé Alexis, et elle a finalement croisé mon regard, et j'ai vu quelque chose de réel là au lieu de l'attitude prétentieuse d'avant. Je leur ai dit de s'asseoir. Alexis a pris une inspiration et a commencé à parler. Elle a dit qu'elle savait que les mots ne pouvaient pas réparer ce qu'elle avait fait, mais elle avait besoin d'essayer quand même. Elle a expliqué qu'elle avait grandi gâtée après la mort de sa mère, que Knox lui avait tout donné pour compenser la perte, et elle est devenue cette personne qui pensait que le monde existait pour servir ses désirs. Elle savait que Richard était marié quand ils ont commencé à se fréquenter, mais elle s'est convaincue que ce n'était pas grave parce que sa femme n'était qu'une idée abstraite, pas une vraie personne avec des sentiments et une vie. Me rencontrer ce jour-là l'a choquée en réalisant qu'elle avait blessé un être humain réel, quelqu'un qui avait construit une maison, une société et toute une vie qu'elle avait essayé d'intégrer comme si c'était à elle. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec son thérapeute pour comprendre pourquoi elle avait fait ses choix, pourquoi elle pensait qu'elle méritait des choses qui appartenaient à quelqu'un d'autre, et elle commençait à voir à quel point sa pensée avait été confuse. Je l'ai écoutée parler et j'ai réalisé quelque part pendant ses excuses que je n'étais plus en colère. La rage qui brûlait si fort quand elle s'est assise sur mon canapé et m'a insulté s'était estompée en quelque chose de fatigué et de lourd, et j'étais épuisé de la trimballer. J'ai dit à Alexis que j'appréciais qu'elle soit venue ici et qu'elle soit honnête, que je pouvais voir qu'elle essayait de changer. J'ai dit que je lui pardonnais, non pas parce qu'elle l'avait mérité ou parce que ce qu'elle avait fait était bien, mais parce que j'avais besoin de me débarrasser de ce poids pour pouvoir réellement avancer. Elle a commencé à pleurer et m'a remercié, et Knox avait l'air soulagé et reconnaissant d'une manière qui m'a fait plaisir d'avoir accepté cette réunion. Ils sont partis après quelques minutes de plus, et je me suis assise dans mon bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. 6 mois après que la maîtresse de Richard ait sonné à ma porte, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'attendais et d'une certaine manière meilleure que ce que j'imaginais. Ma société a atteint des bénéfices records ce trimestre, et nous avons embauché 50 nouveaux employés, nous nous sommes étendus à 2 nouveaux marchés que je planifiais depuis des années. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Gita, un consultant qui travaillait avec des startups technologiques, et je me suis réellement enthousiasmé quand j'ai parlé de stratégie commerciale au lieu d'avoir l'air ennuyé ou menacé. Il gagnait plus d'argent que moi et ne se souciait pas que je réussisse, il traitait cela comme quelque chose à célébrer au lieu de rivaliser avec. La maison se sentait à nouveau pleine parce que je l'avais remplie de mes propres affaires, de mes propres choix, de ma propre vie au lieu d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui en voulait à chaque brique que je posais. Certains jours, j'étais réellement reconnaissante qu'Alexis se soit présenté ce samedi après-midi dans sa robe de créateur et son attitude parce qu'elle m'a libéré d'un mariage qui étouffait lentement qui je suis vraiment.